Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo destinée à la MPSI 3 du CPGO Moulay Youssef de Rabat, dans laquelle je vais essayer d'entamer une nouvelle leçon sur la théorie du dénombrement. Donc, spécialement, je vais présenter très brièvement la notion du cardinal d'un ensemble fini et voir quelques propriétés de cette notion-là. Et c'est pour cela que je vais partager l'exposé en deux parties. Dans la première partie, je vais essayer de parler sur ou de rappeler la notion des fonctions injectives, bijectives, surjectives et des permutations. Et dans la deuxième partie, on va essayer de voir les propriétés du cardinal d'un ensemble. Les propriétés du cardinal, voilà. Donc, premièrement, je vais rappeler que la composée de deux injections est une injection et la composée de deux surjections est une surjection. Ceci est évident. Donc, ceci veut dire quoi? Que l'ensemble des injections des applications injectives de E vers F, par exemple, le menu de la loi rang est un monoïde, ainsi que pour l'ensemble des surjections. D'accord? Si vous prenez, encore une fois, si vous prenez une application F entre deux ensembles, E et F, qui est injective, d'accord? Alors, en se limitant juste sur l'image de F pour la rendre surjective, d'accord? Pour l'image de F, en se limitant juste sur l'image de F, donc F induit une application de E vers l'image de F, qui est bien injective par hypothèse et qui est surjective par l'image de F, et donc F induit une bijection entre E et l'image de F, d'accord? Alors, si vous avez par exemple une application qui est surjective, alors nous avons déjà vu comment on peut tirer une application qui est bijective à partir de F. Donc, d'accord, alors si vous avez surjective à la place de injective, donc nous définissons sur E une relation d'équivalence, X en relation avec Y, c'est seulement si X et Y en même image par F, et on quotiente sur cette relation d'équivalence, donc F induit une application qui est bijective entre l'espace quotient U quotienté par R et F, ou généralement E quotienté par R et l'image de F. Bon. Alors, la troisième chose, c'est que si vous avez la composée F rond G injective, alors G injective également. Donc, ceci provient d'un simple calcul, d'un très très simple calcul. G de x égale G de y implique que F rond G de x égale à F rond G de y par injectivité de F rond G. On obtient que x égale à y, d'où l'injectivité de G. Sinon, par la simple raison et la raison la plus utile, que je trouve encore plus intéressante, c'est que l'injectivité d'une application est équivalente au fait que l'application elle-même est inversible à gauche. D'accord? Est inversible à gauche, et donc si f rangé est injective, ça veut dire que f rangé est inversible à gauche, donc il va exister un certain h tel que h rang f rangé égale identité, et donc h rang f serait un inverse à gauche de g également. Alors la surjectivité, c'est l'inversibilité à droite, donc f rangé inversible et surjective, donc il est inversible à droite, ça veut dire que f rangé rang h égale à l'identité, et donc G rond H est un inverse à droite de F, et donc F elle est surjective, d'accord? Alors également, si vous prenez F, une application de E dans F, d'accord? Une application de E dans F, alors F induit une surjection sur E vers l'image de F, donc si on se limite juste sur l'image, donc on obtient une surjection, d'accord? Si vous avez une application qui est surjective, d'accord, F de E dans F qui est surjective,
Alors, donc c'est ce que je viens de dire. Alors, il existe une application G telle que f rond G égale identité. Ça veut dire que f est surjectif si selon moi aussi il est inversible à droite. D'accord? Donc là, la surjectivité c'est l'inversibilité à droite et l'injectivité c'est l'inversibilité à gauche. Bien sûr, l'inversibilité c'est l'inversibilité à gauche et à droite. D'accord? Voilà. Donc là, la définition d'une permutation, donc étant donné un ensemble E quelconque, on appelle permutation de E toute application bijective de E dans E, d'accord? De E vers E. Et donc l'ensemble des permutations sera noté S de E comme pour les permutations que nous avons déjà étudiées dans le cours des déterminants. D'accord? Donc S de E, c'est l'ensemble des applications bijectives de E dans E. Bien évidemment, cet ensemble muni de la loi rang est un groupe qui est non commutatif généralement. D'accord? Donc nous avons déjà vu que S3 avec la multiplication, avec la composée, est un groupe qui est non commutatif. Pourtant, S2 S1 sont commutatifs. D'accord? Et donc là, ce groupe-là, on l'appelle généralement le groupe des permutations de E. Voilà. Donc voilà, donc là, je définis ce que c'est que le cardinal d'un ensemble donné, d'un ensemble fini. Donc déjà, ce que c'est qu'un ensemble fini, donc étant donné E un ensemble qui est non vide, donc on dit que par la suite que E est fini lorsque il existe un entier naturel non nul, n, et une application bijective de 1n vers E qui est bijective, hein, bijective. Donc là, donc la définition d'un ensemble fini, c'est la donnée d'un entier naturel non nul, n, d'accord, et d'une application bijective de 1n vers de l'intervalle discret 1n vers E. D'accord? Donc, dans ce cas, si c'est le cas, donc on pose cardinal de E égale à n, ou cardinal comme ça, ou cardinal comme ça égale à n. Et on dit que E est un ensemble fini de cardinal n. D'accord? Donc, par la suite, et comme une convention, donc on va prendre que l'ensemble vide est un ensemble qui est fini de cardinal nul. D'accord? Donc le cardinal de l'ensemble vide égale à 0, le cardinal d'un ensemble non vide est supérieur ou égal à 1. D'accord? Alors, là, il y a une toute petite ambiguïté dans cette définition-là. C'est l'unicité de cet entier naturel. Pour que cette application-là, qui est cardinal de E, qui E fait correspond cardinal de E égale à n, donc il faut que le n soit unique. D'accord, soit unique. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, de justifier plus tard. D'accord? Alors, comme remarque, donc dire que E est un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 1 revient à dire que on peut indexer les éléments de E de 1 jusqu'à n. Ça veut dire qu'on peut dénombrer les éléments de E de 1 jusqu'à n, donc les numéroter, d'accord, les indexer, donc de façon à ce que 1 jusqu'à n, de façon à ce que une fois que les indices sont différents, alors les éléments sont distincts. D'accord? Alors, si E est un ensemble fini de cardinal n plus 1, et si A est un point de E, est un élément de E, alors en enlevant A de E, donc on obtient un ensemble qui est de cardinal E, de cardinal n, pardon. Alors, en effet, donc puisque E est de cardinal n plus 1, donc il va exister phi une application bijective de n plus 1, de 1 n plus 1 de l'intervalle discret 1 n plus 1 jusqu'à E. Une application qui est bien bijective. Donc là, je vais prendre la permutation de E,
d'accord? Donc la permutation de E qui envoie, qui échange phi de n plus A vers en A, d'accord? Tel que taux de phi de n plus A égale à A et taux de A égale phi de n plus A. Donc il échange juste ces deux nombres, ces deux points. Et donc, la composée de taux par phi, d'accord, qui est une application qui va de 1 jusqu'à de 1 n plus 1 jusqu'à E, est une application qui est bien bijective comme composée de deux applications bijectives, d'accord, et qui envoie en fait le n plus 1. Alors, taux rond phi de n plus 1, c'est taux de phi de n plus 1 égal à A. D'accord, taux de phi de n qui envoie n plus 1 en A. Et donc, si on se limite, on se restreint juste sur l'intervalle 1n, d'accord? Donc, de 1n vers E moins A. Donc, en enlevant ici le n plus A et en enlevant ici son image. Donc, on obtient bien une application qui est bijective de 1n vers E moins A. Et donc, E moins A est une application, est un ensemble fini de cardinal n. D'accord? Alors, si E est fini, de cardinal n, donc, donc le sens inverse, donc en ajoutant un point ou un élément qui n'est pas un élément de E, donc on obtient un ensemble qui est fini de cardinal n plus 1. Donc l'ajout d'un élément fait augmenter le cardinal par un 1 et retrancher un élément fait diminuer le cardinal par 1. D'accord? Donc, ce sont des trucs que vous connaissez déjà, hein, certainement. Alors, étant donné n un entier naturel non nul, d'accord? Alors, toute partie de l'intervalle discret 1n est un ensemble qui est fini. Donc, 1n lui-même est un ensemble qui est fini. Alors, toute cette partie de cet intervalle discret est un ensemble fini de cardinal O plus égale à n. D'accord? Donc, le cardinal de n'importe quel sous-ensemble de 1n est inférieur ou égal à n. Et si de plus f est une partie de 1n, d'accord, de l'intervalle discret 1n, de cardinal égale à n, alors on obtient nécessairement que f égale à l'intervalle 1n. D'accord? Donc en effet, alors pour la preuve, c'est une preuve par récurrence sur n. Donc alors pour n égale à 1, donc l'intervalle discret est juste le singleton 1. Et donc toute cette partie, donc les parties du singleton 1 sont juste le singleton à lui-même et l'ensemble vide. Et donc le théorème est déjà satisfait pour n égale à 1. Il est évident même. Supposons maintenant que le théorème est établi pour un entier n supérieur ou égal à 1 et prenons f une partie de l'intervalle 1n plus 1, de l'intervalle discret 1n plus 1 et montrons maintenant que f est un ensemble fini. Ici de plus le cardinal de f égale à n plus 1, alors f égale à l'intervalle 1n plus 1. D'accord? Donc on va distinguer deux cas. D'accord, pour démontrer que f est fini. Alors premièrement, si n plus 1 n'appartient pas à f, d'accord, donc f serait une partie de 1n, donc les éléments de f sont des éléments de 1n parce qu'ils ne contiennent pas le n plus 1. Et donc, par hypothèse de récurrence, f est un ensemble fini de cardinal inférieur ou égal à n, et donc il est inférieur strictement même ou égal à n plus 1. D'accord? Et donc, voilà. Si maintenant, alors ce strict est vraiment très très intéressante par la suite, donc de ce fait qu'il est strict, si maintenant n plus 1 appartient à f, donc là on obtient en fait que f moins ce point, n plus 1 est une partie de 1n.
Et donc son cardinal est donc f moins 1n est une moins n plus 1 et est un ensemble qui est fini de cardinal noté p inférieur ou égal à n. Et donc si on ajoute le point n plus 1 qui n'est pas là, donc on obtient f, et donc le cardinal serait augmenté par un 1, et donc le cardinal de f est p plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1. D'accord? Alors, pour le cas d'égalité, donc là, je reviens sur cette inégalité stricte-là. Donc, supposons maintenant que le cardinal de f égale à n plus 1. Et donc, là, nécessairement, n plus 1 appartient à f. Parce que si n plus 1 n'appartient pas à f, donc le cardinal de f est inférieur strictement à n plus 1. Donc, il ne peut jamais atteindre n plus 1. D'accord? Et donc là, on est dans le deuxième cas, ça veut dire que n plus 1 appartient à f nécessairement. Donc en enlevant le point n plus 1 de f, donc on obtient une partie de 1n qui est de cardinal n parce que le cardinal augmente par un point, par 1. D'accord, si on enlève un point. Et donc, f moins n plus 1 est égal à l'intervalle 1n par hypothèse de récurrence, à l'intervalle discret 1n par hypothèse de récurrence. Et donc, si on ajoute ici le point n plus 1, on ajoute là le point n plus 1, donc on obtient en fait que f égale à l'intervalle discret 1n plus 1, et d'où on a l'égalité du... on a affirmé bien le théorème voulu. D'accord? Donc là, il y a, voilà, donc là, il y a un théorème qui donne la comparaison entre n et p, bien sûr, en utilisant l'injectivité, la surjectivité et la bijection de f, d'une application de 1n vers 1f. Alors, en effet, si f est injectif, alors n est nécessairement inférieur ou égal à p. D'accord? Et si f est surjectif, alors nécessairement n est supérieur ou égal à p. Et le cas où f est bijectif, alors n égale à p. D'accord? Donc deux intervalles discrets sont bijectifs si seulement si ils ont même cardinal. D'accord? Donc un n égale 1p. Voilà donc pour la démonstration. Donc la troisième remarque, la troisième donc découle en fait des deux premières propriétés. Donc en effet parce que la bijectivité c'est équivalent à la surjectivité plus l'injectivité, et donc elle est équivalente à n inférieur ou égal à p et p supérieur inférieur ou égal à n. Donc ce qui donne en fait que n égale à p, et donc là il suffit de montrer les deux premières propriétés. Alors pour la première, supposons que f de 1n jusqu'à 1p est une application qui est injective. Donc f induit une application bijective de 1n vers son image, d'accord? Vers son image, donc en se limitant juste sur l'image de f. Et l'image de f est une partie de 1p, d'accord? Donc c'est une partie de 1p. Et donc, puisque c'est une partie de 1p, donc son cardinal est inférieur à p. D'accord? Donc, alors f induit une application qui est bien, comme je viens de dire, qui est bijective de 1n vers son image. L'image est finie de cardinal n parce que parce que f est alors par définition même du cardinal. D'accord? Parce que f est bijective de 1n vers l'image, donc l'image est du cardinal n, et l'image est une partie de 1p, donc elle est finie du cardinal inférieur ou égal à p. Et donc là, on obtient en fait que n, qui est le cardinal de l'image de f, est inférieur à p, qui est le cardinal de 1p. Voilà. Alors, pour la deuxième propriété, donc si vous avez f une application de 1n vers 1p qui est surjective, donc là je reviens sur le rappel que nous avons déjà vu, donc et le fait qu'il existe une application g, un inverse à droite de f.
d'accord? Tel que f rond g égale les densités de 1P. Et donc là, g est injective. Donc puisque f rond g égale à l'identité, ça veut dire que f est inversible à droite, à droite, et g est inversible à gauche. Ça veut dire que g est une application qui est injective et f est une application qui est bien surjective. D'accord? Et donc, puisque G est une application qui est injective, donc par la première des propriétés, donc P est inférieur ou égal à N. D'accord? Voilà. Donc, oui. Donc là, alors là, vous pouvez même faire une autre preuve à l'aide des classes d'équivalence, même sans passer par G, juste en utilisant, nous définissons bien sûr une application qui va d'une partie de un n vers un p et qui sera en fait bijectif, d'accord, qui sera bijectif. Donc, définir en fait par la définition d'une relation d'équivalence ici, hein. Donc, vous prenez x et y dans un n, elles sont en relation seulement si elles ont même image par f. Donc, vous quotientez. Lorsque vous quotientez, c'est comme si vous prenez, alors vous allez prendre juste un élément de chaque classe d'équivalence. Et donc là, vous allez obtenir en fait une application qui va d'une partie de un n vers un p, qui est bien une application bijective, d'accord? Et donc là, cette partie-là serait de cardinal p, parce que l'application induite, elle est bijective, donc l'application que vous vient de construire ou qu'on vient de construire est une application bijective de 1P vers la partie. Et donc, puisque la partie est du cardinal P, donc, et c'est une partie de 1N, donc vous avez directement P inférieur ou égal à N. Mais bon, là, on préfère de passer par cette preuve-là sans complexifier le truc. Alors là, comme conséquence de ce théorème-là, c'est le fait en fait que si vous avez E un ensemble non vide, donc un ensemble fini non vide, donc il va exister un certain n, une application bijective par définition de un n vers E. D'accord? Et donc là, s'il existe en fait un certain P tel et une application psi bijective de 1P vers E, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux applications et deux entiers naturels. Donc là, c'est comme si on voulait dire que cardinal de E égale à n et cardinal de E égale à p. Alors, pourquoi n égale à p? Parce qu'en fait, l'application psi-1 rond phi est une application qui est bijective de 1n vers 1p, et donc par le théorème qu'on vient de démontrer, n égale à p. D'accord? Donc, ce qui prouve l'unicité du nombre, en fait, qu'on vient de définir au début de cette partie-là, qui est cardinal de E. D'accord? Et donc, ce qui justifie en fait que la définition est une définition intrinsèque et qui ne dépend pas du choix de n et du choix de l'application phi. D'accord? C'est une définition qui est intrinsèque. Voilà. Alors, toute application qui est injective de 1n vers 1n ou surjective de 1n vers 1n est une application qui est bijective. D'accord? Donc là, on a équivalence entre l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de toute application qui va de 1n vers 1n. D'accord? Donc ceci nous rappelle bien sûr à la dimension finie et le théorème sur les espaces de dimension finie, ainsi de suite. Voilà, donc si vous avez f une application maintenant qui est injective de 1n vers 1n, d'accord? Alors f induit une application bijective de 1n vers son image, et donc l'image de f est de cardinal égal à n, parce que l'application est bijective entre 1n et l'image. Et donc l'image elle est de cardinal n, et c'est une partie de 1n, donc elle est égale à 1n.
D'accord, donc c'est le théorème qu'on avait démontré au début. D'accord, donc c'est une partie de un n qui est 2 cardinal égale à n, 2 cardinal maximal. Et donc, elle est égale à un n. Et donc, la f est bien une application qui est surjective parce que son image égale à l'ensemble d'arrivées. Et donc, c'est une bijection. Alors, pour la deuxième des choses, donc supposons que qu'on dispose d'une application surjective. D'accord, donc il va exister une application G en inverse à droite de l'application F. D'accord, et donc G il est injective et G il est injective entre un N et un N. Donc, alors si soit vous allez dire nécessairement par la première partie que G est bijective, voilà, donc G est bijective par la première partie. Et donc, on pourrait écrire F en fait comme étant F en G-1 par l'associativité de la loi rang. Et donc, puisque F rang G égale à l'identité, donc F égale à G-1. Et donc, il est bien une application qui est inversible. D'accord? Qui est inversible. Voilà. Alors, comme dernière remarque sur cette partie-là, donc les résultats qui précèdent s'appliquent en fait en particulier au cas d'une partie finie, d'un ensemble fini. D'accord? Donc, vous remplacez un n par E, un ensemble fini, et, euh, et le théorème reste en fait vrai. Alors que ce théorème-là n'est pas du tout vrai lorsque l'ensemble est infini. D'accord, pour les ensembles infinis. Donc là, vous avez un contre-exemple. Vous prenez par exemple l'application le shift S de n vers n. Donc on shift par un 1. D'accord, on décale par un 1. Donc là, on appelle cette application, c'est soit l'application shift ou l'application de décalage par 1. Donc c'est une application qui est bien injective, mais qui non surjective. Donc là, bien sûr, le 0 n'a pas d'antécédent. Et l'application D qui va de n vers n, qui prend n, qui envoie n vers la partie entière de n sur 2. Donc c'est une application qui est bien surjective, mais malheureusement qui n'est pas injective. D'accord? Voilà. Alors pour les propriétés du cardinal, donc là, si vous avez, alors c'est le théorème, c'est le dernier théorème appliqué, en fait c'est le dernier théorème, mais appliqué sur, ou les derniers théorèmes appliqués sur deux ensembles de cardinal, deux ensembles quelconques, donc c'est ce théorème-là. Voilà, donc étant donné E et F, deux ensembles finis de cardinal N et P respectivement, F, une application de E vers F, donc l'injectivité de F implique que le cardinal de E est inférieur ou égal au cardinal de F, et la surjectivité de F implique que le cardinal de F est inférieur au cardinal de E, d'accord? Et le fait qu'il est bijective, donc le fait que l'application est bijective implique qu'ils ont même cardinal. Donc là, on dit que deux ensembles sont, ici il existe une bijection entre eux, donc on dit qu'ils sont équipotents. Donc E et F sont équipotents si ils ont même cardinal. Voilà. Donc pour ce faire, donc on va juste prendre une application phi A de 1n vers E qui est bijective et phi 2 une application de 1p vers F bijective aussi parce que F est de cardinal P et E de cardinal N. D'accord? Alors là, vous allez faire la conjugaison du F par phi 2 et phi 1. Donc phi 2 rend F rend phi 1 est une application qui est bien injective de 1n vers 1p.
si F est injective et qui est surjective si F est surjective, hein. Donc vous allez obtenir les résultats ainsi. D'accord? Voilà. Euh, donc là, on dit en fait que, et là on découle que si F est en bijection avec E, donc si E et F sont équipotents, alors, et si en fait E est fini, alors F est aussi fini et de même cardinal de E. D'accord? Donc deux ensembles équipotents, donc c'est soit ils sont finis tous les deux, soit ils sont infinis tous les deux. Donc s'ils sont finis, ils ont même cardinal. Voilà. Donc, ok. Alors, étant donné E et F, deux ensembles qui sont finis, d'accord? Donc, ça, c'est l'analogie du dernier théorème dans cette partie-là. Donc, E et F, donc ça, c'est un N, un N. Alors, voilà. Donc, E et F, deux ensembles qui sont finis, non vides, d'accord? De même cardinal. Donc là, il faut souligner ce truc-là, de même cardinal. Donc F, une application de E vers F, donc il y a équivalence entre injectivité, surjectivité et bijectivité. D'accord? Donc l'injectivité est équivalente à la surjectivité, est équivalente à la bijectivité une fois que les deux ensembles sont finis. Et de même cardinal, hein, de même cardinal. Donc c'est comme le premier théorème c'est comme le théorème de noyau, hein. Pardon. Voilà, donc ceci bien sûr découle du théorème que je viens de rappeler. Donc nous prenons phi et psi, deux applications de l'intervalle discret 1, n vers E et F respectivement, qui sont bijectives parce que F et E ont même cardinal égal à n. Et donc là, l'application G qui est le conjugué ou la conjuguée de f par psi moins par psi et phi est une application qui va de 1n vers 1n, d'accord? Et donc f aussi, et donc f, on a aussi la relation euh, f égale à psi rangé en psi moins en phi moins 1. Et donc l'injectivité, si f est injectif, donc on aurait en fait que G est injective, d'accord? Donc il découle de ceci, hein, très simplement. Donc si l'injectivité de F est équivalente à l'injectivité de G, donc ici F et G sont équivalentes, hein, c'est pour cela qu'on appelle ça la conjugaison. Voilà. Donc, c'est vraiment comme la relation d'équivalence qu'on avait vu dans le cours pour les matrices, hein. Pour les matrices, donc deux matrices sont équivalentes s'il existe P et Q, deux matrices inversibles telles que la matrice M par exemple est égale à Q moins 1 N fois P. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Alors G, donc F est injective implique que G est injective et puisque G est une application de 1n vers 1n, donc par le théorème qu'on avait démontré dans la section précédente, donc G est bijective et donc puisque G est bijective et psi et phi sont bijectives, donc F est une application qui est bijective ou ici bien sûr F est surjective, donc G également est surjective et donc G il est bijective et donc F est bijective également. Donc en fait les propriétés sur F se traduisent sur G et sur G on est une application de 1n vers 1n et donc là on obtient nos résultats à partir du théorème qu'on vient de démontrer. Alors, comme un exemple et une application de ce théorème-là, c'est le fait en fait que tout anneau, alors si vous prenez A un anneau intègre fini, d'accord, donc si vous avez un anneau A intègre fini, alors elle est nécessairement un corps, d'accord, donc nécessairement c'est un corps.
Alors, en effet, donc, soit un élément, prenons un élément de A, d'accord? Donc, le A ici, il faut qu'elle soit comme ça, pardon. Voilà, donc le A, c'est ce A-là, hein, pardon. Donc, en prenant A, un élément de A, et on va essayer de montrer qu'il est inversible. Voilà, pour que A soit un corps, donc il suffit juste que n'importe quel élément soit inversible. Et donc, l'application qui va de A vers A, qui a X, fait correspond A fois X est une application qui est injective. Donc là, la multiplication, bien sûr, désigne la deuxième loi de l'anneau. D'accord? Donc c'est la deuxième loi de l'anneau. Et donc A fois X est une application qui est injective par le fait que A est intègre. D'accord? Par le fait que A est intègre. Donc, puisque A est fini et l'application qui est X fait correspond à X est une application qui est injective, ça, c'est la translation par A, d'accord, une translation au sens multiplicatif. Et donc, est une application qui est bijective. Donc, l'injectivité est équivalente à la bijectivité. Et donc, par conséquent, il va exister un certain A' tel que f de A' égale à 1. Donc là, on prend bien sûr un anneau qui est unitaire, d'accord, qui contient un élément unitaire. Et donc f de A' égale à 1. 1 c'est ici, c'est l'élément unité de A. Et donc A fois A' égale à 1. Donc ceci veut dire en fait que A est inversible à droite. D'accord? De même, il va exister un certain A seconde tel que A seconde fois A égale à 1. D'accord? Donc, de même, donc en utilisant bien sûr l'autre application X fois A, donc de la même façon. Et donc là, on a un inverse à gauche et un inverse à droite, mais généralement, lorsqu'on a un inverse à gauche et un inverse à droite, on a une unicité de l'inverse par la chose suivante. Alors, on aura en fait que A seconde, on peut l'écrire comme étant A seconde fois A fois A'. Là, on utilise juste l'associativité de la loi. Donc, c'est A seconde fois A fois A'. A seconde fois A, c'est 1. Donc, c'est A'. D'accord? Donc, l'unicité de l'inverse provient juste du fait que la loi est associative. Et donc, finalement, tout élément de A possède un inverse. Et donc, A est un corps. D'accord? Donc, c'est l'une des propriétés qu'on peut tirer de ce théorème-là. Voilà. Alors, étant donné E un ensemble fini et F une partie de E, alors F est fini et de plus, si le cardinal de F égale le cardinal de E, donc F ici est fini de cardinal inférieur ou égal au cardinal de E, et donc là, dans le cas où on a égalité de cardinal de E et F, donc nécessairement F égale à E. D'accord? Donc c'est la propriété qu'on avait déjà démontrée au début pour l'intervalle 1n, l'intervalle discret 1n. Et donc là, on va écarter premièrement le cas E égale le vide, parce que si E égale le vide, donc F est nécessairement vide, et donc il n'y a rien à démontrer. Et prenons, notons n le cardinal de E, et donc prenons phi, une application de 1n vers E, une application bijective par définition du cardinal. D'accord? Et notons I l'injection de F vers E définie par I de X égale à X. Donc l'application identité, l'injection canonique de F dans E. Donc c'est une injection. Et posons en fait G égale à phi moins 1 rond I. Donc puisque I est une injection, phi est une application qui est bijective, donc il est injective. Et donc G est injective. Il est injectif de F vers 1n et donc il induit une bijection entre F et son image, d'accord? Et l'image de G est une partie de 1n et donc il est de cardinal inférieur
ou égal à n, d'accord? Son cardinal est égal à P inférieur ou égal à n. Et donc là, F est de cardinal fini, F est fini et de cardinal P inférieur ou égal au cardinal à n qui est le cardinal de E. Alors, le cas où P égale à n, donc on commence d'ici, donc si P égale à n, donc puisque l'image de G est une partie de 1 à n, de cardinal P égale à n, donc on aura en fait que l'image de G égale à 1 n, d'accord? Et donc, puisque l'image de G égale à 1 n, donc on aura en fait que G est une bijection, est bijective, d'accord, parce qu'elle est injective et elle est surjective, parce que l'image de G égale à 1n. Et donc, puisque G est bijective entre F et 1n, donc on aura en fait que, alors G est bijective, Phi est bijective, donc I serait nécessairement bijective, et donc l'image de I égale à donc puisqu'elle est bijective, donc elle est surjective, donc son image égale à E, et l'image de I, c'est nécessairement F par définition de I. D'accord? Et donc là, ceci veut dire que F égale à E. Alors, une autre propriété du cardinal, donc étant donné E et F deux ensembles finis, donc l'union de E et F est un ensemble qui est fini, et de plus son cardinal égale à la somme des cardinals de E plus F moins le cardinal de l'intersection de E et F. D'accord? Donc pour prouver ce théorème-là, donc on va le prouver premièrement pour le cas où E et F sont disjoints, pardon. D'accord? Ou premièrement, donc si l'un des deux ensembles est vide, donc il n'y a rien à démontrer, hein. Si F par exemple est vide, donc E union F c'est juste E, et donc là l'intersection égale c'est le vide, F est le vide, donc il n'y a vraiment rien à démontrer. D'accord, donc maintenant supposons que E et F sont dans un premier lieu sont disjoints. Ça veut dire que E inter F égale à l'ensemble vide. Alors on va supposer que que E est de dimension n, est de cardinal n, et F est de cardinal P. Donc il va exister F et G, deux applications de 1n vers E et 1p vers F respectivement, deux applications qui sont bijectives. Donc là, on va considérer l'application phi, on va construire une application de 1 n plus p vers l'union E union F, définie par la chose suivante. Donc phi de k égale à f de k si jamais k compris entre 1 et n, et phi de k égale à g de k moins n si k compris entre n plus 1 et n plus p. Et donc là, on a bien une application qui est bien définie de 1 n plus p vers E union F. D'accord? Donc on va envoyer juste la première partie 1 n vers E, et la deuxième partie qui est n plus 1, n plus p vers F. Et donc, en fait, en utilisant le fait qu'il y a une intersection vide entre E et F, donc phi est une application qui est bien injective. D'autre part, la surjectivité découle évidemment de la surjectivité de G et de F. D'accord? Et donc, F est une application qui est bien bijective, ce qui montre en fait que E union F est une application est finie de cardinal n plus P. Cardinal de n de E plus cardinal de P. Et donc, c'est ce qui démontre le théorème, parce que l'intersection est de cardinal nul. D'accord? Alors maintenant passons au cas général et posons I qui est l'intersection entre E et F. Et donc là,
On peut prendre E union F, on peut l'écrire comme étant E union F moins E, d'accord? Donc là, c'est une union qui est disjointe, et donc, puisque donc ces deux ensembles sont disjoints, ils sont finis parce que E est fini, F moins E, c'est une partie de F, donc il est bien fini. D'accord? Et donc le cardinal de E union F par cette première partie est égal au cardinal de E plus le cardinal de F moins E. Voilà, de F moins E parce que ce sont deux ensembles qui sont disjoints. Donc en appliquant juste la première partie. Alors d'autre part, F, on peut l'écrire comme étant l'intersection, d'accord, de E avec F. Donc les éléments qui sont de F, les éléments qui sont dans F et dans E simultanément, et les éléments qui sont dans F et qui ne sont pas dans E. Donc là également c'est une union qui est disjointe, d'accord? Et donc, voilà, en appliquant une autre fois la première partie sur I et F moins E, d'accord, qui sont deux ensembles finis, disjoints. Donc, cardinal de F égale en fait au cardinal de I plus cardinal de F moins E. Et donc, cardinal de F moins E égale cardinal de F moins cardinal de I. Et donc, ce qui veut dire en fait que ce qui donne en fait la démonstration, la formule voulue juste en insérant cette égalité-là. Voilà. Alors là, il y a quelques corollaires. Alors C et F sont disjoints, donc cardinal de E union F égale cardinal de E plus cardinal de F, donc comme corollaire donc, du théorème. Et donc c'est vraiment la première partie qu'on vient de démontrer. La deuxième des choses, c'est que si on a une partie A, une partie de E avec E un ensemble fini, alors le cardinal de A égale le cardinal de E moins le cardinal de E moins A. D'accord? C'est juste parce que en fait, cardinal de E, c'est cardinal de A, E plus cardinal de E moins A. Hein? C'est ce qu'on vient d'expliquer là. Et il y a la formule de Crible. Ah, la formule de Crible, donc on pourrait démontrer par récurrence. Donc, si tu n'appliques, donc c'est la formule ainsi, donc il donne en fait le cardinal de l'union de 1 jusqu'à n, donc c'est une généralisation. DAK, c'est la somme sur toutes les parties de 1n de moins a à la puissance 1 plus la cardinale plus le cardinal de j fois le cardinal multiplié par le cardinal de ça. D'accord? Et donc là, vraiment, c'est une application c'est une généralisation de cette formule-là. D'accord? Donc c'est une application vraiment de cette formule-là. Dite la formule des Crible. Et donc c'est ce qui donne en fait, donc de cette formule, on peut déduire facilement que le cardinal de l'union est inférieur à la somme ou égal, inférieur ou égal à la somme des cardinales des AK. Voilà. Alors, pour le produit cartésien, donc le produit cardinal du produit cartésien de deux ensembles finis égale au produit des cardinales des deux ensembles. D'accord? Donc voilà, c'est la preuve en fait. Alors c'est une preuve par récurrence. Hein. Alors, étant donné E et F, donc on va. Alors, c'est l'une est vide. E et F, fois F est vide. Donc, c'est l'une des deux ensembles est vide. Donc, E fois F serait un ensemble vide. Donc, là, il faut écarter le cas où l'un des deux est vide. D'accord? Et donc, posons maintenant cardinal de E égale à n. Donc, on va faire une démonstration par récurrence sur cardinal de E. Alors, si n égale à 1, donc on prend, donc E serait réduit à un singleton, qui est E. D'accord? Donc, on peut numéroter les éléments de E de 1 jusqu'à n, donc de 1 jusqu'à 1.
donc c'est E. Et donc l'application qui a F fait correspond, donc qui a F fait correspond, qui a X fait correspond, le couple EX, eh bien évidemment est une application qui est bijective et donc E fois F est fini de même cardinal que F. Voilà. Donc le théorème est déjà est vrai pour le cas n égale à 1. Donc supposons maintenant qu'il est vrai pour un certain n. D'accord, pour un certain entier naturel n. Et supposons que cardinal de E est égal à n plus 1. Donc là, on va fixer un élément E de E et on note en fait E', c'est E moins E privé de l'élément E. Et donc, on peut écrire en fait que E, le produit cartésien EF égale au produit cartésien du singleton E fois F, union disjoint avec E', produit cartésien avec F. D'accord? Donc, puisque cette union-là est une union disjointe, donc on va utiliser le théorème précédent. Donc, cardinal de l'union est égal à la somme des cardinales. D'accord? À la somme des cardinales. Donc, puisque E' ici est de dimension et du cardinal égal à, pardon, et du cardinal égal à n. Pardon, je dis toujours dimension cardinale, cardinal dimension. Donc, puisque E' est de cardinal égal à n, donc on va utiliser l'hypothèse de l'équivalence, c'est cardinal de E' fois cardinal de f, puisque aussi la propriété est vraie pour n égale à 1, donc cardinal de E fois f, c'est cardinal de f, donc par la première partie. Et donc là, ceci dit en fait que cardinal de E' qui est n plus 1 fois cardinal de f, et donc il est égal à n plus 1, donc en factorisant juste par cardinal de f, et donc on obtient en fait le théorème, le résultat voulu. Voilà. Donc comme dernière conséquence de ce théorème-là, est le fait que cardinal de E à la puissance P, si E est un ensemble défini, P un entier naturellement nul, donc cardinal de E à la puissance P égale au cardinal de E à la puissance P. D'accord? Donc juste en utilisant ce théorème P fois. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.